Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mmh. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire de fin d'année. Aujourd'hui, on va parler de maritime, import Asie. Sujet vraiment brûlant puisqu'on est en pleine campagne actuellement d'appel d'offres et de contractualisation 2026. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, on va faire le point sur le marché actuel en import Asie et sur les tendances à venir pour l'année prochaine. Mais aussi, on se disait que c'était vraiment le bon moment pour faire un point sur les contrats et plus précisément sur les allocations. En fait, on se dit qu'en ce moment, vous êtes probablement en train de négocier vos contrats de fret avec une compagnie maritime ou avec votre transitaire, c'est-à-dire un contrat à un prix et une allocation. Et aujourd'hui, on voudrait vraiment se concentrer sur cette notion d'allocation, justement, à quoi ça vous donne droit, comment ça vous protège et comment font derrière dans les coulisses les transitaires et les compagnies maritimes pour gérer ces allocations. Donc voilà, c'est vraiment le thème du webinaire d'aujourd'hui. Pour nous éclairer, on a Amandine Belval, qui est responsable, on va dire, opérationnelle chez Oversea d'une cellule qu'on appelle en interne le TPC. Et on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, Amandine, elle est vraiment dédiée à la gestion des allocations pour les clients d'Oversea. Et de mon côté, donc, je m'appelle Héloïse Roux et je suis responsable des achats maritimes chez Oversea. Donc, on va démarrer dans quelques instants et comme d'habitude, attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Je vois qu'il y a un petit bug sur cette slide, parfait. Bon, en attendant, je vous présente rapidement Oversea, mais voilà, Oversea, on est un commissaire de transport digital. On exerce depuis plus de 8 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On accompagne aujourd'hui entre 900 et 1000 chargeurs partout dans le monde avec des flux extrêmement variés, que ce soit de l'import, de l'export et dans des industries également extrêmement variées. Vous avez quelques exemples de nos clients qui s'affichent à l'écran. Voilà, et écoutez, je pense qu'il est 33, on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et pour le plan du jour, on va donc dans un premier temps faire un petit update marché sur l'import Asie, parler rapidement de la tendance actuelle des taux, mais aussi des perspectives sur 2026 en cette période d'appel d'offres. Et ensuite, on va rentrer dans le détail plus opérationnel et plus technique de comment vraiment concrètement sécuriser ces volumes. Qu'est-ce que c'est qu'une allocation et qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on parlera de pré-booking, de rollover, de stratégie multicarrière, etc. en deuxième partie de ce webinaire. Voilà, et toute dernière information avant de se lancer, on vous invite comme d'habitude à poser vos questions tout au long de la présentation. Vous avez normalement un espace prévu à cet effet en bas à droite de votre écran qui doit s'appeler questions. Et si vous êtes un habitué du webinaire, vous le savez, on prend toujours du temps pour répondre à toutes les questions à la fin de ces webinaires. Généralement, on essaie de prendre au moins 10-15 minutes, on peut déborder de 5 minutes, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse des échanges. C'est vraiment d'avoir vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et on prendra tout le temps qu'il faut à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, écoutez, on se lance. On commence donc par l'update marché et je vais m'en charger avant de laisser la parole à Amandine sur la partie vraiment allocation. Mais pour ce qui est du marché, donc vous l'avez probablement constaté, on est sur un marché qui est plutôt calme depuis la fin de l'été. Je pense que le dernier webinaire, ça devait être en soit septembre, soit octobre. Donc voilà, un marché qui est très très calme depuis cette période-là, avec des taux spot qui ont été vraiment bas pendant ce qu'on appelle la slack season, donc la saison basse, septembre, octobre, quelque chose comme ça, qui ont atteint des hauts spots, qui ont atteint le plancher d'ailleurs de l'année 2025, je pense, au mois d'octobre, parfois plus bas même que les taux long terme. Et actuellement, depuis début novembre, et comme c'est le cas à chaque fin d'année, on observe une remontée des taux. Donc les taux sont repartis à la hausse. Ce que vous avez à l'écran là, c'est l'indice Drewry qui s'affiche. Et donc, vous constatez vraiment une remontée des taux. Alors, l'indice fait apparaître une remontée des taux à partir de fin octobre. Dans la réalité des faits, c'est plutôt à partir de vraiment début novembre qu'on voit cette hausse des taux. Alors, cette hausse de taux, elle est conséquence de 3 effets qu'on va détailler, mais on va voir qu'on va aussi un peu nuancer ces taux en hausse. Pardon, on a passé 2 fois. Voilà. Donc, 3 effets qui expliquent la hausse des taux. Premièrement, on a une légère hausse de la demande. Ça, il faut quand même le dire. C'est la fin de l'année et c'est normal. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est vraiment à nuancer un peu, quoi. La demande, certes, elle monte un petit peu parce qu'on est en fin d'année, donc on anticipe le nouvel an chinois, on anticipe les congés de décembre, on anticipe les sorties d'inventaire avant fin décembre, etc. Donc, il y a une légère hausse de la demande, mais la demande reste quand même relativement morose par rapport à ce qui peut être le cas en fin d'année, par exemple par rapport à l'année dernière. Donc oui, il y a une légère remontée de la demande par rapport au mois d'octobre, mais ça reste une demande qui est très faible pour un mois de novembre et pour une période de fin d'année, quoi.
Premier élément. Le deuxième élément qui explique beaucoup plus la remontée des taux, c'est une contraction de la capacité, notamment avec une campagne assez intense de blank selling par les compagnies maritimes. Donc en fait, les compagnies, elles font leur maximum pour tirer la capacité vers le bas. Donc elles remodèlent leurs services sans arrêt en ce moment et elles annulent tout simplement des traversées, donc elles opèrent ce qu'on appelle des blank selling, et on estime qu'au mois de novembre, il y a environ 10 à 15% de capacité manquante sur le marché. Et ça, c'est un chiffre qui est énorme, hein, pour un mois où il n'y a pas de Golden Week, où il n'y a pas de Nouvel An chinois ou quoi que ce soit. 10 à 15% de capacité retirée, c'est vraiment beaucoup. Ça explique aussi la hausse des taux. Et en fait, troisièmement, la troisième raison qui explique la hausse des taux, et la vraie raison qui explique la hausse des taux, c'est pas tellement un effet naturel entre l'offre et la demande, c'est plutôt une volonté des compagnies maritimes, une volonté, on va dire, proactive, quoi, de maintenir leur rentabilité. Et d'ailleurs, on le constate, les taux spot qui sont annoncés actuellement sont assez décorrélés ou décorrélés dans de nombreux cas des taux réels qui se pratiquent sur le marché. Ça, on l'explique par d'autres taux qui restent disponibles sur le marché, probablement des taux long terme, probablement des taux moyen terme, qui ne sont pas voilà, qui sont pas suffisamment utilisés, donc qui sont diffusés sur le marché. Donc, il y a vraiment cette décorrélation entre les taux spot qui sont annoncés par les compagnies maritimes et les taux qui sont réellement pratiqués sur le marché dans certains cas, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, une hausse des taux qui est présente et qui est vraiment concrète puisqu'on la voit vraiment dans les indices, mais une hausse des taux qui est quand même à nuancer parce qu'elle n'est pas expliquée par un effet naturel hausse de la demande et baisse de l'offre, quoi. Alors, les perspectives pour l'année prochaine, elles sont plutôt, alors ça dépend de quel côté on se place, mais on va dire plutôt de mauvais augure pour les compagnies maritimes et de bon augure pour les importateurs, même si je le mets un petit peu entre guillemets. Pourquoi ? Parce que premièrement, la demande, elle a l'air d'être quand même structurellement faible et elle va probablement être structurellement faible sur l'année 2026. Et c'est pour ça que je mets un peu des guillemets sur le côté bon augure pour les importateurs, parce que certes, quand il y a moins de volume, les taux ont tendance à baisser. Mais en fait, s'il y a moins de volume, ça veut dire que globalement, le contexte économique est défavorable et donc en fait que beaucoup d'importateurs sont en train de souffrir et prévoient moins d'importations que l'année dernière et donc moins de ventes, etc. Ça, c'est un petit peu ce qu'on projette pour l'année prochaine. Donc une demande qui va être relativement modeste. Un marché qui reste, alors ça c'est toujours un peu compliqué de savoir, mais qui va rester quand même globalement surcapacitaire. Ça, encore une fois, c'est une projection de ce qu'on voit actuellement. Les compagnies maritimes, elles vont probablement prendre des mesures pour corriger le tir, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, on le sait, hein, on en parle depuis longtemps, de commandes de nouveaux navires qui pour l'instant ne sont pas soutenus par la demande. Et ensuite, il y a un dernier point dont il faut qu'on parle un petit peu, même si je vais être assez bref dessus, c'est le routing via Suez. Enfin, c'est la question autour de Suez. Vous le savez, depuis quasiment 2 ans maintenant, les compagnies maritimes passent exclusivement par le canal de Bonne-Espérance, à quelques très faibles exceptions près. Aujourd'hui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur budget de l'année prochaine, elles ne prévoient aujourd'hui pas de retour via le canal de Suez. Maintenant, on voit que la situation dans cette zone-là, elle est changeante. Et notamment, il y a quelques jours, je pense que les Houthis ont annoncé qu'ils cessaient leurs attaques en mer Rouge tant que le cessez-le-feu entre Israël et Gaza dure encore. Et donc, on sait aussi à quel point les décisions des compagnies maritimes, elles peuvent changer rapidement. Et donc, même si aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture sur un retour via le canal de Suez proche, ça peut changer assez rapidement si jamais la situation géopolitique venait à changer. Donc voilà. Donc on pourrait se dire l'année 2026, donc on a toutes les raisons de penser que le marché va être relativement bas l'année prochaine. Néanmoins, et on le sait, les compagnies maritimes ne vont pas se laisser faire. Elles vont continuer de multiplier les blank selling, dégradant d'ailleurs au passage la qualité de service, hein. Et il n'y a pas une alliance qui est plus touchée que l'autre sur la partie blank selling et qualité de service. Elles vont changer de routing et probablement multiplier les transbordements pour, disons, maximiser la rentabilité et le remplissage des navires principaux. Les compagnies, elles vont également continuer de pousser très régulièrement des GRI et des augmentations des taux spot. Ça leur permet de maintenir une rentabilité et d'enrayer la dynamique de baisse. Même si les augmentations ne tiennent pas dans le temps, ça leur permet d'avoir un soubresaut sur les taux à un instant T et à améliorer la rentabilité sur le mois, par exemple. Et il faut aussi parler de la congestion des ports européens qui est en train de s'aggraver de jour en jour et de semaine en semaine, qui va quand même absorber de la capacité, enfin qui absorbe et qui va continuer probablement d'absorber de la capacité l'année prochaine, quoi. Voilà, donc la question qu'on se pose, c'est que faire dans cette période de contractualisation ?
On serait d'un côté potentiellement tenté de parier sur du full spot, puisqu'on se dit, bah voilà, l'année 2026 va probablement être basse. Et ça, si vous connaissez un petit peu nos webinaires et si vous nous connaissez un petit peu, nous, c'est vraiment une option qu'on déconseille complètement. Le fait de contractualiser une partie de ces volumes sur du long terme, ça nous paraît être nécessaire. Premièrement, on ne sait jamais dans quelle direction le marché peut aller. Ceux qui étaient là pendant la période Covid ou pendant la période mer Rouge se rappellent que les taux ont explosé, ont pu on va dire tripler sur 2024 et quadrupler, voire quintupler sur l'année 2021. Donc, on sait que le moindre pépin dans les chaînes logistiques mondiales, ça peut conduire à une explosion des taux. Donc ça, c'est un premier argument en faveur de la contractualisation long terme. Et le deuxième argument, c'est qu'actuellement, les taux sont quand même relativement bas. Hein, c'est ce qu'on se disait en introduction, ce qui fait que les négociations 2026, elles ont toutes les chances d'être plus basses que l'année dernière et donc ne vont pas engager votre budget transport de manière extrêmement forte, quoi. En somme, si je dois résumer, la contractualisation, vous avez assez peu à perdre si jamais les taux spot sont plus bas que les taux contrats, assez peu à gagner si les taux spot sont plus bas que les contrats et beaucoup à perdre si les taux spot sont plus hauts s'il se passe quoi que ce soit sur le marché l'année prochaine, quoi. Et enfin, il faut aussi se rappeler qu'un contrat, c'est pas uniquement un prix, et on a tendance à parler beaucoup du prix, mais c'est aussi une allocation et une qualité de service qui va avec. Donc ça me permet de trouver un peu une transition toute faite pour vous introduire sur la partie d'Amandine, parce qu'on aimerait aujourd'hui rentrer dans le cœur un petit peu opérationnel du métier et des allocations. Et donc, Amandine, est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer ce que c'est qu'une allocation et comment sont gérées derrière les allocations par les transitaires et par les compagnies maritimes? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, enchantée. Donc alors, une allocation, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un espace réservé sur un navire pour vos conteneurs. Ça veut dire qu'on réserve, donc que ce soit nous ou l'ensemble de vos transitaires, auprès des compagnies maritimes, un certain nombre de conteneurs par semaine ou par service, pour les différents clients. Ce qui est important à comprendre quand même, et je mets le warning dès le début, c'est qu'une allocation, ça facilite l'accès au chargement, ça ne garantit pas tout. On reste dans du transport maritime avec ses aléas. Donc, il peut y avoir des contraintes opérationnelles qui existent. Il peut y avoir un navire complet avant même que vous ayez eu le temps de pré-réserver vos allocations. Il peut y avoir des rotations qui sont annulées par la compagnie maritime, ce qu'on appelle le blank sailing. Il peut y avoir des retards sur les ports qui vous empêcheraient de charger ou d'accéder au navire souhaité. Autre contrainte à garder en tête pour avoir une allocation, il faut souvent avoir un minimum de volume engagé auprès de la compagnie maritime. Ça passe la plupart du temps par un contrat. Un contrat vient avec une allocation. Faites attention également, les cut-offs sont stricts sur les allocations. Ce n'est pas permissif sur les dates d'entrée des conteneurs sur le port. Donc, vous devez aussi déposer vos conteneurs à temps pour bénéficier de votre allocation. Et enfin, comme je disais, il reste quand même un risque de ce qu'on appelle le rollover. C'est quand la compagnie est en surbooking, un peu comme les avions ou les trains. Il y a plus de personnes qui ont déposé des conteneurs au port que ce qu'il ne reste d'espace sur le bateau. Et dans ce cas-là, on est quand même soumis à ces risques opérationnels de dernière minute. En résumé, quand même, une allocation, c'est un outil pour sécuriser vos flux, anticiper les expéditions. Il faut garder en tête que c'est jamais du 100%. Tout l'enjeu, c'est de s'y approcher quand même. Donc, maintenant, chez Oversea, peut-être pour continuer, qu'est-ce qu'on fait? On équilibre l'ensemble de nos allocations avec nos différents chargeurs. C'est-à-dire que nous ne mettons pas toutes les allocations au profit d'un seul client. On a développé une approche de contrat qui s'appelle le NAC Basket. C'est quand on met un pool de clients ensemble sur un même contrat pour agréger l'ensemble de leur volume et négocier au mieux avec les compagnies maritimes. Donc, ça permet d'optimiser le volume en mixant l'ensemble des clients. Et donc, comment ça fonctionne? On a des grands chargeurs sur ces contrats-là qui ont des volumes assez stables, assez prévisibles, qui peuvent anticiper l'ensemble de leurs besoins et planifier leurs allocations à l'avance. Donc, eux sécurisent leur départ sur le long terme. Et on a des plus petites entreprises ou le reste des chargeurs qui ont du mal à obtenir de la visibilité de la part de leurs usines en Asie, qui ont des volumes qui peuvent être variants et avec une très forte saisonnalité. Et cela, on leur attribue des slots adaptés qui leur permettent de charger quand elles en ont besoin, sans bloquer l'ensemble des autres chargeurs. Donc, pour ça, il y a un message clé qui semble, c'est que grâce à cette approche, l'ensemble des types d'entreprises, qu'elles aient de la visibilité ou non, sont garanties de charger sans que les entreprises et les chargeurs qui ont le plus la capacité d'anticiper ne prennent l'ensemble des espaces disponibles sur le contrat. Donc comme ça flexibilise entre guillemets et sécurise l'ensemble des flux pour l'ensemble des clients. Donc ce qui se passe concrètement de votre côté ou ce qui se passe chez nous en interne, donc
Si on regarde de votre côté à vous, en tant que chargeur, comment ça se passe pour vous pour travailler sous un système d'allocation? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le mieux, ça reste de transmettre un forecast ou un plan de chargement par trimestre ou par mois. Ça n'a pas besoin d'être au conteneur près. Ce qu'on a besoin de savoir pour une allocation, c'est la visibilité du volume global ou potentiel. C'est-à-dire, on a besoin de savoir si le trimestre va être un trimestre de forte saisonnalité, de fort chargement pour vous, ou si ça va être un trimestre un peu creux. Ça permet d'équilibrer l'ensemble des chargeurs sur le contrat. Également, il y a des échanges réguliers qui doivent être faits auprès des équipes commerciales et procurement, justement pour ajuster cette visibilité. Si au fur et à mesure du mois ou du trimestre, vous pouvez avoir plus de visibilité, il faut partager cette visibilité avec votre transitaire. Et enfin, nous, ce qu'on va faire et ce que les transitaires vont faire, c'est confirmer vos bookings selon les besoins réels, dans la limite soit des allocations qu'on vous a attribuées par semaine, soit dans la limite des allocations globales du contrat. Et ça va aussi vous permettre de suivre l'espace disponible et d'avoir de la visibilité en avance sur quel navire vous pouvez charger et sur quel espace vos conteneurs peuvent partir. Maintenant, ce qui se passe derrière le rideau côté transitaire et côté commissionnaire, c'est qu'on va consolider l'ensemble des forecasts qu'on reçoit des clients. On va faire un arbitrage aussi selon la visibilité. Il y a certains clients qui vont donner énormément de visibilité, d'autres moins. Il faut arbitrer et prendre le risque de notre côté de savoir quels espaces on pré-réserve pour quels clients. Ensuite, on va réserver ces espaces, on va passer les bookings, même sans recevoir vos ordres de booking, on va booker sur les contrats auprès des compagnies maritimes dans une fenêtre qui s'étend souvent de 4 à 6 semaines avant le départ du navire. Donc, les bureaux en Chine vont passer les bookings, ils vont recevoir les relâches d'espace de la part de la compagnie maritime. Et ensuite, on va ajuster ces espaces reçus en fonction des priorités de l'ensemble des clients sur le contrat. Et donc, on suit quotidiennement l'utilisation de ces allocations avec une réallocation dynamique si certains clients n'utilisent pas leurs espaces vers les autres clients du contrat. Et inversement, si quelqu'un a besoin de plus d'espace, on va voir si d'autres peuvent décaler leur départ moins urgent pour faciliter le départ des plus pressés, on va dire. Donc, plus vous donnez de la visibilité à votre transitaire sur les besoins prévisionnels que vous avez, plus ça permet de sécuriser l'expédition. Mais il faut aussi savoir que les allocations et tout l'enjeu du transitaire et du Traffic Performance Center chez Oversea, c'est aussi de prévoir pour toutes les personnes qui ont du mal à anticiper ou dont les usines tout simplement ne peuvent pas prévenir un mois à l'avance de la date de fin de production ou de la date finalement de confirmation des mises à disposition des conteneurs. Donc, si on revient un peu pour faire une espèce de conclusion sur tout ça, une allocation, ça facilite vraiment l'accès au chargement. Donc, c'est une capacité théorique. Ça veut dire que ce n'est pas 100% une place physique garantie. Les départs, ils peuvent être reportés, on l'a vu, si le navire il est complet, s'il y a une congestion portuaire ou autre. Mais alors, vous allez me dire, à quoi ça sert finalement d'avoir une allocation si je ne suis pas garantie à 100% de charger? Un contrat avec allocation, ça sécurise quand même vos volumes et ça stabilise aussi vos tarifs sur la durée du contrat. Ça vous permet de mieux planifier, de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir partir, quand est le prochain espace disponible pour vous, pour vos productions et vos approvisionnements. Et surtout, vous bénéficiez d'un suivi un peu plus prioritaire auprès des compagnies maritimes plutôt que d'avoir un marché spot où vous vous faites connaître puisque vous êtes nommé auprès de la compagnie maritime pour utiliser l'espace. Aussi, le métier du transitaire, c'est justement d'organiser l'ensemble de ces allocations et l'ensemble de ces espaces. Et ça nous permet d'avoir une fiabilité, nous, chez Oversea, de 95%. 95% de nos clients obtiennent un départ sur le navire avec un départ la semaine souhaitée. Donc, ce n'est pas une garantie absolue, mais ça reste quand même bien plus avantageux que de se lancer dans un marché spot avec parfois des prochains ETD ou des prochains départs navires qui sont possibles seulement un mois après votre fin de production. Et donc, si on fait un petit comparatif bilan quand même pour finir, ce qui est concret avec un fonctionnement sous allocation et un fonctionnement plutôt spot, c'est que quand vous avez une gestion d'allocation chez votre transitaire, vous avez une visibilité déjà totale sur vos volumes et sur l'espace disponible. Vous pouvez planifier en anticiper. Votre transitaire peut vous prévenir à l'avance si jamais il n'y a plus d'espace disponible ou que la production va sûrement être retardée, devoir prendre le navire suivant. Ça vous permet vous aussi de vous ajuster sur les conteneurs les plus urgents ou les moins urgents. Ça permet d'optimiser l'ensemble des volumes entre les clients
pour réduire le risque de rôle, maximiser l'utilisation des navires. C'est une réactivité qui est beaucoup plus élevée en cas de perturbation. Si on sait à l'avance que la CMA-CGM, par exemple, est full sur son navire, on fait un blank sailing une semaine donnée, laquelle vous vouliez absolument charger parce que les conteneurs sont urgents, on peut vous basculer sur d'autres alliances parce qu'on a déjà des espaces réservés sur cette alliance. On sait être extrêmement flexible. Il y a aussi du coup une sécurité de départ et une expérience client qui est un peu plus fluide et un peu plus prévisible versus le marché spot où là, c'est juste, est-ce qu'il y a encore de l'espace disponible sur le navire? Oui, non, pour vous charger. Si c'est non, vous chargerez seulement quand il y a de l'espace disponible malheureusement. Donc c'est pour ça que le TPC chez Oversea, c'est vraiment un centre de pilotage qui est assez invisible pour l'ensemble de nos clients, mais qui reste essentiel parce qu'il transforme vraiment les contraintes d'allocation en un avantage compétitif pour les clients et pour les shippers, charger au plus vite des dates de fin de production en usine. Et ça vous permet quand même, ça apporte en flexibilité et en fiabilité sur l'ensemble des flux maritimes. Super, et merci beaucoup Amandine. Moi j'ai trouvé ça très clair et je suis vraiment contente qu'on ait pu voilà, prendre ce temps un peu pour rentrer dans un peu le cœur du réacteur, quoi, vraiment les opérations et les choses que les importateurs ne voient pas forcément, ce qui se passe, on va dire, dans les coulisses entre le moment où vous avez de la marchandise prête et le moment où la marchandise embarque sur le navire. Il y a quand même toute une petite chaîne logistique qui se passe et je trouve ça vraiment bien qu'on ait pu un petit peu rentrer dans le détail, surtout à une période où vous êtes probablement en train de négocier vos contrats pour l'année prochaine et maintenant quand un transitaire vous propose une allocation, je pense que vous savez un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc voilà, on va passer maintenant bien sûr aux questions. Je vois que vous nous avez posé déjà quelques questions et merci à vous. Juste avant de passer à la partie questions, il y a deux petites choses que je voulais vous dire pour terminer. La première chose, c'est si vous avez une question qui est extrêmement précise, qui concerne des flux, on va dire très très précis, on ne pourra pas forcément la traiter là de manière extrêmement précise, mais on vous invite à vous rapprocher de votre commercial Oversea si vous en avez un, ou alors de tout simplement prendre contact avec nous si vous avez vraiment besoin d'un diagnostic assez précis de vos flux. Et donc ça, c'est pour la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bon, vous le savez, on essaie d'être assez régulier sur ces webinaires. On essaye d'en faire tous les mois et demi en fonction un petit peu de ce qui se passe sur le marché et des nouvelles qu'on peut vous donner. Si vous avez envie de rester un peu plus proche du marché du fret, on propose aussi une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Le Chargeur, qui est envoyée dans votre boîte mail, je crois que c'est tous les mercredis, qui reprend les grandes actualités du fret international voilà, chaque semaine. Je pense que vous avez un lien qui s'affiche sur votre écran si vous voulez vous abonner au Chargeur. Voilà pour ces deux points. Pardon. Et donc, je vais tout de suite commencer avec une question de Flavie qui a été beaucoup votée. Première question qui ne concerne pas les allocations. Alors, je vais la prendre, celle-ci. Bonjour, récemment... Pardon, je peux répondre en direct. Voilà. Récemment, CMA a fait transiter 3 navires par le canal de Suez. D'autres compagnies envisagent-elles d'emprunter cette route ou est-ce une initiative exclusivement CMA? Oui, alors c'est vrai que CMA-CGM, a fait transiter 3 navires récemment par le canal de Suez, mais depuis le début de la crise en mer Rouge, en fait, CMA fait transiter des navires par le canal de Suez. Et alors, ça reste assez épisodique, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant, généralement, avant qu'ils transitent, que ces navires-là vont transiter par le canal de Suez. Et ensuite, il y a tout un protocole de sécurité qui est mis en place, et notamment l'accompagnement d'une frégate de l'armée française qui n'est pas disponible tout le temps, et donc on a vraiment du mal à anticiper quand est-ce que CMA-CGM va faire passer un bateau par le canal de Suez. CMA a, je crois, 2 services, je suis quasiment sûre qu'ils ont 2 services qui passent, on va dire, systématiquement par le canal de Suez, qui sont des services qui ne concernent pas l'import-Asie, et il y a parfois, de temps en temps, un navire qui passe par le canal de Suez, comme c'était le cas pour le Benjamin Franklin ou le Jules Verne, par exemple. Ça, ce sont des services import-Asie. Les autres compagnies ne le font pas du tout. Maintenant, parfois, vous savez qu'avec le jeu des alliances, il est possible que certains conteneurs Evergreen, Costco soient présents sur des navires CMA-CGM. Voilà, ça reste des navires CMA-CGM. Ça, c'est le premier point. Donc, CMA-CGM est la seule aujourd'hui à faire passer certains navires via le canal de Suez. Le deuxième point important à retenir, c'est que CMA-CGM n'envisage pas, aujourd'hui en tout cas, de pérenniser ce routing via le canal de Suez. Pour l'instant, ils envisagent que ça reste assez épisodique et ce, au moins sur une bonne partie de 2026. Voilà, après, on a du mal à se projeter, mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui à court terme ils n'envisagent pas de pérenniser ce routing-là. Et les autres compagnies, encore moins. Donc voilà. Ensuite, il y a une question de Flavie super intéressante, plutôt pour Amandine. Est-ce qu'une allocation est valable uniquement pour un port ou est-ce que c'est possible de négocier une allocation pour un ensemble de ports de chargement?
Eh bien, les 2 sont possibles. Ça dépend, en fait, du contrat que vous avez, avec la compagnie maritime et avec votre commissionnaire de transport. Il faut savoir qu'il y a des compagnies qui vont plutôt privilégier de fournir une allocation par pôle, donc par port de chargement et donc dans ce cas-là, il faudra, malheureusement, un peu essayer de s'y contraindre. Ou il y a des compagnies maritimes qui vont juste fournir une allocation sur une zone de départ. Donc ça peut être, la Chine ou juste, l'Asie en général, et une zone d'arrivée, le Nord-Europe, par exemple. Et dans ces cas-là, vous pouvez charger, vos conteneurs, selon le port de départ que vous souhaitez. Donc les 2 sont possibles, ça il faut, c'est vrai qu'il faut faire attention sur, ces sujets-là, en sachant qu'une allocation, elle est donnée par la compagnie maritime plutôt sur le long terme. Elle est révisable au minimum au mois, et la plupart du temps, c'est au trimestre ou seulement à l'année. Et donc vous pouvez si jamais vos flux évoluent d'un port à l'autre, ça peut être compliqué de les modifier, ça il faut faire assez attention. Et ouais, et j'ajoute que, évidemment, ce qui est dit ici, c'est vraiment dans le cadre d'un marché tendu, quoi. Évidemment que si on est au début du mois de mars, post-Nouvel An chinois, etc., vous le savez aussi bien que nous, il n'y a pas de complications. Là, c'est vrai on se parle uniquement en cas de marché tendu, comme ça peut l'être pendant les peak seasons, et là, surtout la période qui va arriver, quoi. Je vais prendre une question de Valérie. Voilà. Bonjour, à partir de combien de conteneurs est-ce possible de contractualiser? Alors, si on s'arrête un peu au trait de Asie-Europe, si vous souhaitez être dans un contrat strict qui est propre pour vos flux à vous et si vous ne souhaitez pas être mélangé, c'est quand même assez difficile en dessous de 600 TEU annuels. Et encore, il y a certaines compagnies qui n'envisagent des contrats qu'à partir de 1000, 1500, 2000 TEU annuels. Mais en tout cas, on peut commencer à l'envisager à partir de 600 TEU annuels. Si on veut être dans un basket, c'est tout l'enjeu de cette présentation, c'est plutôt de vous parler de NAC Basket. Là, un volume plus petit peut convenir. 200, 300 TEU annuels, ça peut être une bonne base pour commencer à discuter contractualisation long terme. Alors, il y a une question aussi qui a été pas mal votée de Valérie. Je ne sais pas si Amandine, tu veux la prendre ou si tu veux que je la prenne sur le transport de batteries lithium qui deviendrait de plus en plus compliqué. Est-ce que tu connais un peu une tendance des compagnies maritimes sur ce type de produit? Est-ce que déjà tu peux confirmer peut-être que ça devient un peu plus compliqué? Oui, on le voit dans les chargements en ce moment, donc même avec une allocation, ça commence à devenir compliqué sur les batteries lithium. Il y a plusieurs choses. Les navires sont assez remplis en ce moment sur la peak season et les batteries lithium ne peuvent pas être chargées avec l'ensemble des commodités. Donc les compagnies choisissent un peu leur style, on va dire, de DG. Il y a eu aussi des accidents récemment sur les batteries des voitures sur certains navires ruraux, donc elles sont un peu plus réticentes aussi à prendre les batteries. Il faut savoir que il y a plusieurs choses. Quand vous chargez des batteries, il faut l'autorisation de la compagnie maritime qui va vous fournir le conteneur, mais il faut aussi l'autorisation de la compagnie maritime qui est armatrice du navire. Je m'explique. Si CMA-CGM vous autorise l'espace, par exemple, pour un conteneur batterie lithium, mais que le navire est la propriété d'Evergreen, il faut aussi l'accord d'Evergreen. Et c'est là souvent que tout se complique. C'est que les compagnies ne veulent pas forcément mettre sur leur navire propre les boîtes de batteries lithium des autres compagnies de l'Alliance. Et donc, c'est en ce sens-là que ça commence à devenir compliqué. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un contrat pour charger justement ces conteneurs de batterie, le mieux, c'est quand même de viser les navires avec du coup la compagnie pour laquelle vous avez ce contrat. C'est ce qui facilite le plus les chargements. Et ensuite, anticiper le transport enfin, anticiper au plus, on va dire, les réservations d'espace sur ce type de dangereux pour être sûr d'être, entre guillemets, le premier à réserver un espace dangereux. Et donc ensuite, avoir l'espace plus facilement. Super, merci beaucoup Amandine. Je vois qu'on arrive à midi et qu'on a encore... Alors, une question d'analyse à laquelle on a probablement répondu. Donc, contractualisation sur un port uniquement et à partir de combien de TU on peut contractualiser. Donc ça, on a déjà répondu dans les questions précédentes. Et peut-être une dernière question, ah oui, toute simple de Michael. Ça concerne plus l'import que l'export, n'est-ce pas, en cette période? Oui, oui, tout à fait. Ici, on parle de contractualisation import et j'ai même envie de dire import Asie et un peu import Inde. Voilà, c'est deux trades qui sont assez proches. Donc, ça concerne import Asie Nord-Europe et import Asie Méditerranée. Sur l'export, c'est des problématiques qui sont assez différentes et donc on pourra les traiter dans un autre webinaire si jamais on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ces sujets-là. Et sinon, Michael,
je peux vous inviter à prendre contact avec votre commercial de chez Oversea pour répondre à vos questions un peu plus spécifiques sur l'export et notamment voir un peu déjà quelle traite vous opérez. Est-ce qu'on parle d'export États-Unis, est-ce qu'on parle d'export Afrique, Amérique latine, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions et également au bout du temps qui nous est imparti. Donc, c'est parfait. On est encore une fois parfaitement dans le timing. J'en profite pour vous remercier vraiment beaucoup pour votre participation, pour votre attention et pour vos questions qui sont toujours très, très intéressantes. Merci beaucoup, Amandine, aussi pour cette exposé sur les allocations. On vous envoie bien sûr la présentation. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Et puis, voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon appétit. Au revoir. Au revoir à tous.